Donc la question posée, c'est quels patients cirrhotiques peuvent bénéficier de la réanimation. Une autre façon de poser la question, c'est quels patients faut-il admettre en réanimation. Et éventuellement une sous-question, c'est quels patients faut-il limiter en cours de séjour quand manifestement ils ne répondent pas au traitement. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cet exposé. Cet exposé, je l'ai fait en collaboration avec Arnaud Galbois, qui est pathologue dans le service, et avec lequel on a effectivement publié un certain nombre de papiers sur le sujet. Bon, la cirrhose, vous savez, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. C'est une maladie qui raccourcit l'espérance de vie, avec plusieurs périodes dans l'histoire naturelle de la cirrhose. Incontestablement, quand apparaissent des complications de type infection bactérienne, hépatite alcoolique aiguë, hémorragie digestive, le patient cirrhotique change de catégorie. Et puis, en fin de parcours, il peut développer des défaillances d'organes et se retrouver en réanimation. Et évidemment, dans ces conditions, le pronostic est totalement différent. Alors, quand on regarde la littérature un peu ancienne, on voit que le pronostic du patient cirrhotique en réanimation était effroyable dans les papiers qui datent d'il y a 20 à 30 ans, avec une mortalité qui avoisinait les 100% chez les patients cirrhotiques avec un choc septique, et une mortalité qui était supérieure à 80% pour les malades qui avaient nécessité de ventilation artificielle. Ce qui, dans la littérature, conduisait à des éditoriaux ou à des papiers qui remettent en question l'utilité d'admettre ces patients en réanimation. Alors, quand on regarde les études plus récentes, une étude monocentrique qu'on avait réalisée à Saint-Antoine et l'étude qui est réalisée à Paul Brousse avec des effectifs relativement petits, on retrouve que le type de cirrhose, enfin l'origine de la cirrhose peut varier, que le motif d'admission en réanimation peut varier, plus ou moins d'hémorragie digestive, mais en tout cas que toute cause d'admission confondue pour ces patients cirrhotiques, on retrouve des mortalités qui sont certes supérieures aux mortalités du patient tout venant non cirrhotique en réanimation, mais des mortalités qui sont loin d'être à 100%. Vous voyez, autour de 40% de mortalité en réanimation et de 50% de mortalité hospitalière dans des séries plus récentes. Alors nous, on avait regardé s'il y avait un effet temps en comparant les patients de cette première publication avec des patients d'une période plus ancienne. Et on retrouvait que, incontestablement, le fait d'avoir été admis dans la deuxième période, c'est-à-dire dans la période 2005-2008, était un facteur de protection. Ça veut dire qu'on a amélioré notre prise en charge de ces patients cirrhotiques. Et la conséquence, c'est une réduction de la mortalité de ces patients. Alors, on retrouve ça dans d'autres papiers. Ici, chez les patients cirrhotiques avec un choc septique, on compare deux périodes. Vous voyez une période 97-2004 versus 2005-2010. Alors, certes, le choc septique, c'est pas bon du tout chez le patient cirrhotique, mais on retrouvait les pourcentages effroyables des papiers anciens avec une mortalité, vous voyez, à 6 mois qui était à 6% chez les patients hospitalisés dans la période la plus ancienne, et une mortalité qui était de 21% chez les patients hospitalisés dans la période la plus récente. Alors pourquoi et qu'est-ce qu'on fait mieux? Alors c'est une relation statistique, c'est pas une relation de causalité, mais incontestablement nos prises en charge ont évolué au cours du temps. Vous voyez que dans la période la plus récente, on remplit moins les malades, ils reçoivent significativement moins de cristalloïdes, ils reçoivent plus souvent de l'albumine, 9% versus 57%. Le contrôle glycémique est de meilleure qualité dans la période la plus récente. Les patients reçoivent plus d'hémisuccinate d'hydrocortisone. La protéine C activée, c'est marginal. Et vous voyez que toutes ces différences sont significatives. Donc, on traite en réanimation différemment les patients cirrhotiques actuellement par rapport à il y a 20 ans. Alors, pour essayer de répondre à la question sur des effectifs plus importants, on a tiré bénéfice de la base de données Cubrea qui regroupe une trentaine de services de réanimation d'Île-de-France. Et on a regardé sur une période de 13 ans l'évolution du pronostic du choc septique chez les patients cirrhotiques versus les non-cirrhotiques. Donc, incontestablement, quand on a une cirrhose et qu'on est admis en réanimation, le pronostic est plus mauvais. Vous voyez que l'odd ratio est à 2,5. Et quand on regarde la courbe actuarielle de survie dans les 30 premiers jours, incontestablement, quand on a une cirrhose, on meurt plus que quand on n'a pas de cirrhose.
Et quand on regarde l'évolution sur les 13 ans, on constate plusieurs choses. D'une part, que l'incidence du choc septique augmente. C'est vrai chez les patients cirrhotiques et c'est vrai chez les patients non cirrhotiques. La gravité tend à augmenter, alors que dans le même temps, la mortalité baisse. Elle baisse chez les non cirrhotiques, ici. Vous avez en courbe noire la mortalité en réanimation et en courbe hachurée ici, la mortalité hospitalière. Donc chez les patients non cirrhotiques, le choc septique a une mortalité qui diminue au cours du temps. Et chez les patients cirrhotiques, évidemment les courbes sont plus hautes, mais de la même manière, on retrouve une diminution de la mortalité au cours du temps, que ce soit mortalité en réanimation ou mortalité hospitalière. En analyse multivariée, quand on identifie les différents facteurs, on retrouve les facteurs classiques de mortalité du choc septique. Voilà, hein, quand on a plus de défaillance, quand on est plus grave, quand on a besoin de ventilation artificielle, en fonction du site de l'infection, en fonction du type d'infection, en particulier les infections fongiques sont de plus mauvais pronostics. Mais on retrouve là, dans l'analyse multivariée, encore que le fait d'avoir été hospitalisé dans les années les plus récentes s'accompagne d'une réduction du risque de mortalité en réanimation. Alors quand on regarde comment on prend en charge ces malades avec un choc septique en réanimation, vous avez en haut les malades cirrhotiques, en bas les malades non cirrhotiques. Pour les patients cirrhotiques, on regarde la ventilation mécanique. On voit qu'effectivement ici, en barre grise, 90% des malades vont être ventilés. Donc quand on est cirrhotique, qu'on a un choc septique, on est ventilé dans 90% des cas. Et ça n'a pas changé au cours du temps. Par contre, quand on regarde la mortalité, dans le sous-groupe des patients cirrhotiques ventilés, je vous rappelle que là, on était dans les 100% de mortalité dans les papiers d'il y a 20-25 ans, il y a une réduction de mortalité avec une mortalité qui est autour de 70%, avec un effet temps et une différence qui est significative. Quand on regarde l'épuration extra-rénale, on voit que vous avez ici le nombre de malades épurés. Le nombre de malades épurés a plutôt tendance à diminuer au cours du temps. Et quand on regarde l'impact sur la mortalité est évidemment très élevée. Hein. Vous avez une cirrhose, vous avez une insuffisance rénale. Vous avez une mortalité qui est élevée, mais qui diminue au cours du temps. Évidemment, chez les patients non cirrhotiques, c'est intéressant à regarder ça en tant que réanimateur, on voit qu'on a tendance peut-être à les ventiler un petit peu plus, ce qui peut se discuter d'ailleurs, mais que la mortalité diminue au cours du temps et que pour les patients qui ont une insuffisance rénale, la mortalité également diminue au cours du temps. Alors une des questions, c'est est-ce qu'on peut céder des scores ? Alors il y a des scores spécifiques de la maladie hépatique et il y a des scores spécifiques de gravité en réanimation. Donc les hépatologues aiment bien parler du score de Charles-Pugh ou du score MELD. Et vous avez ici les constituants de ces scores, donc le TP ou l'INR, l'albuminémie, la bilirubinémie, la créatinine, la présence d'acide et l'encéphalopathie. Donc ces différents éléments des différents scores ne sont pas présents, ne sont pas intégrés dans les scores. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'évidemment, ces malades, quand on les prend en réanimation, il y a de très nombreux facteurs qui peuvent influencer ces scores. Donc c'est des scores de classement de gravité de la maladie hépatique chronique et ne sont pas du tout validés pour caractériser une décompensation aiguë de la maladie cirrhotique. Et quand on regarde les scores de gravité classiques de réanimation, l'organ system failure, le SOFA score ou d'autres scores, on a un certain nombre d'éléments constitutifs de ces scores et on sait, sans rentrer dans le détail, vous pourrez vous référer au papier, on sait que de très nombreux éléments font que ces items des scores sont pris en défaut dans un sens positif ou dans un sens négatif. Et quand on regarde finalement la capacité d'un score à prédire ce qu'on appelle la discrimination, c'est-à-dire prédire si le malade va décéder ou survivre en réanimation, quand on regarde l'aire sous la courbe ROC de ces différents scores, c'est le score SOFA qui fait le mieux, ici en trait noir. Donc, pour dire les choses plus simplement, pour caractériser un patient cirrhotique et essayer de prédire
sa mortalité hospitalière, le score qui est le plus discriminant, c'est le score SOFA. Et quand on compare le score SOFA aux autres scores, et en particulier aux scores spécifiques de la maladie hépatique comme le score MELD ou comme le score de Child-Pugh, l'air sous la courbe du score SOFA est bien supérieur aux autres scores. Alors après, on a essayé de regarder, de caractériser les défaillances des organes et le poids de ces différentes défaillances dans le pronostic. Donc c'est sûr, vous avez ici l'odd ratio de mortalité en fonction du type de défaillance et du nombre de défaillances. Plus vous avez de défaillances, plus vous avez un risque de décéder. Et vous avez éventuellement le poids des différentes défaillances, la défaillance hémodynamique ayant un point important. Alors, est-ce qu'on peut affiner le score SOFA pour l'appliquer aux patients cirrhotiques? Donc c'est ce qu'on appelle le Cliff SOFA. Le Cliff SOFA reprend le score SOFA. Je vous rappelle, le score SOFA, c'est les différents organes, c'est 6 organes, et on va classer le niveau de défaillance de 0 à il n'y a pas de défaillance, jusqu'à 4, l'organe est totalement défaillant. Et dans ce Cliff SOFA, soit les bornes sont un peu modifiées, soit on introduit des notions genre besoin d'avoir recours à l'épuration extra-rénale. Parmi les vasopresseurs, on introduit la terlipressine. Les rapports P sur F sont un peu différents. Pour ce qui est du score neurologique, c'est introduire des notions d'encéphalopathie hépatique. Et pour ce qui est du score pour la coagulation, c'est introduire l'INR, qui n'existe pas dans le score SOFA classique. Eh bien, quand on regarde la performance du Cliff SOFA versus le SOFA, vous voyez que le Cliff SOFA a une aire sous la courbe excellente, à 0,9, mais très peu différente de l'aire sous la courbe du SOFA classique que l'on utilise en réanimation. Alors peut-être plus simplement, pour revenir chez vous avec des messages clairs, on avait repris les choses le premier jour et le 3e jour. Donc c'est un collectif de malades qui n'est pas très important. Cependant, on peut noter que le malade qui a toutes les défaillances, c'est-à-dire les 5 organes en dehors des plaquettes défaillants, ce que nous on appelle dans le service total organ failure, eh bien ces malades décèdent à 100%. L'autre façon, c'est d'évaluer le malade au 3e jour et de regarder combien de défaillances résiduelles il y a au 3e jour. Et vous voyez que quand le malade a au moins 3 défaillances persistantes au 3e jour, on arrive à des taux de mortalité à plus de 90%. Alors, un des points, parce que c'est un motif très fréquent de recours à la réanimation, c'est le sepsis chez les patients cirrhotiques. Alors, le premier élément, mais je ne vais pas le détailler, c'est que très souvent, il y a des retards diagnostiques chez ces patients. Ils sont liés au fait qu'il y a un certain nombre de signes qui sont fréquents chez les malades cirrhotiques, alors même qu'ils n'ont pas de sepsis, on va dire donc des faux positifs. Et à l'inverse, des signes que l'on attend à trouver quand on a un sepsis et qu'on ne retrouve pas chez le patient cirrhotique. Donc en d'autres termes, on peut se faire abuser dans un sens ou dans un autre. La conséquence, c'est que les malades vont être référés dans les services de réanimation avec retard. Alors le deuxième point, nous on a travaillé dans le service sur des index d'anomalies microcirculatoires. On a regardé par exemple les marbrures et on a retrouvé, quand on compare les marbrures chez les patients cirrhotiques et chez les patients non cirrhotiques, en haut du diagramme, vous avez les patients cirrhotiques, en bas du diagramme, les non cirrhotiques, et puis vous avez la caractérisation des marbrures. En histogramme clair, c'est les malades qui n'ont pas de marbrures, en bleu clair qui ont des marbrures intermédiaires et en bleu foncé, les marbrures sévères. Eh bien, on voit que chez les patients non survivants à un choc septique, chez les cirrhotiques, il y a 40% des malades qui vont décéder alors qu'ils n'avaient pas de marbrure. Donc le marbrure, c'est lié à la vasoplégie que l'on observe chez les patients cirrhotiques. La marbrure est un signe tardif, et donc ce n'est pas parce qu'un patient cirrhotique n'a pas de marbrure qu'il n'est pas grave. Alors que chez le patient non cirrhotique, vous voyez que les patients qui vont décéder, il n'y en a pratiquement aucun qui n'ont pas de marbrure
à l'entrée en réanimation. Donc c'est un piège. Alors peut-être un certain nombre d'entre vous, vous aimez bien les biomarqueurs. Les biomarqueurs sont pris en défaut dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des biomarqueurs de type CRP ou PCT élevés alors même qu'il n'y a pas de sepsis, ou l'inverse. Donc là encore, ce sont des éléments de nature à ralentir la prise en charge et à induire des délais de prise en charge. Et enfin, dernier point, c'est l'utilisation des vasopresseurs. C'est des malades qui ont une vasoplégie, qui ont une certaine résistance aux vasopresseurs. Ça, c'est montré sur des papiers expérimentaux où on va aller regarder l'impact des vasopresseurs sur la circulation et on voit que les patients cirrhotiques sont hyporéactifs aux vasopresseurs. Et de fait, on peut parfois être amené à utiliser des doses considérables de catécholamine chez ces malades. Eh bien, s'il faut, il faut. Il n'y a pas de problème d'aller utiliser des doses absolument considérables de catécholamine. Donc, premier point, première partie d'exposé, oui, la cirrhose c'est fréquent, oui, il se retrouve en réanimation, mais le pronostic s'est amélioré et il faut réévaluer ces malades au 3e jour. Deuxième message, le sepsis est une cause très fréquente d'admission des patients cirrhotiques en réanimation. Méfiez-vous, énormément de pièges diagnostiques qui sont de nature à rallonger les délais de prise en charge et on sait que le délai de traitement des défaillances d'organes sont majeurs pour le pronostic. Et la troisième question, c'est la place de la transplantation hépatique chez les patients qui sont en réanimation. Alors, on sait que ces malades-là, s'ils ne sont pas transplantés, ils ont un pronostic spontané qui est effectivement effroyable. Et communément, mais on pourra vraiment en discuter avec Catherine Pogam qui connaît ce sujet parfaitement, communément, ces malades sont mis en contre-indication temporaire à la transplantation. Ils sont en réanimation et on dit, ben non, ils sont tellement graves qu'on ne va pas pouvoir les greffer. Et on ne va pas pouvoir les greffer, sauf qu'effectivement, entre-temps, beaucoup vont mourir. Et donc la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce qu'un malade défaillant qui est en réanimation, en fonction de la cause de l'admission en réanimation, est-ce que c'est une contre-indication temporaire et quand faut-il lever cette contre-indication temporaire? Alors, quand on regarde les données de la littérature, ici c'est une série de 200 malades cirrhotiques admis en réanimation dans 5 centres. Et on regarde donc qui ont été greffés, et on regarde la mortalité post-transplantation hépatique chez ces patients. Alors c'est une mortalité qui est élevée, mais ce n'est pas une mortalité qui est rédhibitoire. Vous voyez, 16% à 3 mois, 26% à 1 an et 38% à 3 ans. Et au passage, chez ces malades greffés, les scores de gravité n'étaient pas associés à la mortalité. Alors, il y a un papier récent qui vient de sortir dans Journal of Hepatology qui regarde la mortalité en fonction de la localisation du patient au moment d'appel pour la greffe. Donc, il peut être à domicile, il peut être à l'hôpital mais pas en réanimation, il peut être à l'hôpital et en réanimation. Et on regarde la mortalité à 3 mois, à 6 mois et à 1 an en fonction de la localisation du malade au moment de l'appel. Donc on voit qu'effectivement, quand le malade était en réanimation et qu'il est greffé alors qu'il était en réanimation, la mortalité est supérieure à ce qu'elle était pour les patients qui venaient du domicile. C'est vrai aussi à 6 mois et c'est vrai aussi à 12 mois. Donc avec Arnaud Galbois, on a envoyé une lettre en disant ben oui, mais le problème c'est que vous nous dites dans votre papier que la mortalité est supérieure, qu'il ne faut donc pas les greffer, mais si vous ne les greffez pas, ils vont tous mourir en gros. Donc certes, il y a une surmortalité par rapport au malade qui vient du domicile, mais est-ce que c'est complètement rédhibitoire? Et la réponse qui va sortir, là, c'est intéressant. Ils ont repris l'ensemble de leur série sur une période un peu prolongée et ils ont regardé la mortalité selon que le malade vient de la réanimation, vient de salle ou vient du domicile. Ce que l'on constate, c'est qu'au cours du temps, sur une période de plus de 10 ans, la mortalité a baissé. Vous avez ici la mortalité à 3 mois, à 6 mois et à 1 an. On voit que ces 3 courbes tendent à se rapprocher, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, si le malade a survécu à 3 mois, il survivra à 1 an.
Et quand on regarde les chiffres les plus récents, c'est-à-dire la dernière année, quand on regarde la mortalité à 1 an de la transplantation hépatique chez des malades qui étaient hospitalisés en réanimation avant d'être greffés, on n'est qu'à 16%. Par rapport à plein d'autres situations, le malade d'hématologie par exemple, on a des résultats bien supérieurs. Et évidemment, cette mortalité est supérieure à la mortalité en réanimation ou si le malade vient du domicile. Donc en conclusion, quelques messages clés. Oui, la mortalité des patients cirrhotiques en réanimation a diminué au cours du temps. Le pronostic est essentiellement en rapport avec les défaillances d'organes plus qu'avec les scores de fond de la maladie hépatique. Le pronostic est effectivement très péjoratif si le malade a 5 défaillances d'organes à J1 ou 3 défaillances d'organes résiduelles à J3. Le sepsis est très particulier avec des présentations piégeuses qui sont de nature à ralentir le délai de prise en charge. Et puis toute la discussion sur est-ce que vraiment quand le malade est en réanimation, est-ce qu'il faut le contre-indiquer à la greffe et quand faut-il lever la contre-indication temporaire à la greffe. Et je vous remercie.